Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur les erreurs que j'ai pu commettre au début de mon écriture. J'ai eu un peu de mal à les lister, je pense que j'ai dû en oublier et ça me frustre d'avance. Je sais qu'il y a de fortes probabilités que j'en retrouve après cette vidéo, mais bon, c'est comme ça, au pire des cas, je referai une autre partie de vidéo. Je dirais la première erreur vraiment que j'ai pu commettre, je dirais que c'est les débuts de romans à la Wattpad. Donc avec je m'appelle un tel, j'ai tel âge, j'habite à tel endroit, je suis comme ça, comme ça, comme ça, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Voilà, j'ai commis l'irréparable. Non, je rigole. Voilà, c'est un type de début de roman que j'ai pu faire, qui maintenant m'horripile un peu en plus quand je lis sur Wattpad, ce qui est rare quand même, mais j'ai suffisamment lu pour Wattpad pour être horripilée par ça, justement. Et vraiment, je crois qu'on y passe plus ou moins tous, surtout quand on commence à écrire plus ou moins au collège, lycée, et que nos sources premières un peu d'inspiration sont tout ce qui est fanfiction sur Wattpad, ou même roman tout court sur Wattpad. Donc forcément, quand c'est ce qu'on lit comme exemple, ben ça a tendance à être ce qu'on va écrire. Forcément, on s'inspire de ce qu'on lit. Donc il n'y a pas de secret entre guillemets, ça influence. Dans la même veine, il y a les descriptions des personnages. Les descriptions des personnages bloquent. Vraiment, on va lister tous les éléments du personnage là, maintenant, tout de suite dans ce paragraphe. Je l'ai fait. J'ai même fait la description par miroir. Alors, il y a mon tout premier roman où je l'ai laissé. À voir, je ne sais pas si je vais encore remodifier cette scène dans mon premier roman. Le deuxième roman, j'ai dû utiliser un peu le miroir aussi, mais vraiment plus light. Mais voilà, ces fameuses descriptions en bloc, je pense qu'on sera plus ou moins tous d'accord pour dire qu'il faut les éviter. J'allais dire les bannir, c'est peut-être un peu fort, mais pour les éviter, ça c'est certain. Parce que vraiment, ça casse le rythme. Ça casse clairement le rythme. Alors que quand on distille les éléments dans le fil de la narration ou dans le fil des événements, des actions, etc., c'est beaucoup moins lourd. Beaucoup moins lourd concrètement pour le lecteur. Et puis ça fait plus fluide, ça fait pas j'ai voulu me débarrasser de la description avant de l'oublier parce que voilà. Après, on est d'accord que pour les romans écrits à la première personne, moi je n'écris quasiment qu'à la première personne, c'est beaucoup plus compliqué de décrire son personnage principal. Et moi je sais que, en tant que lectrice, j'aime bien être guidée par l'auteur. Je sais qu'il y a des lectrices qui préfèrent largement qu'on leur laisse leur liberté d'imaginer le personnage comme ils l'entendent. Moi j'ai besoin que l'auteur me prenne par la main et me dise « c'est comme ça que tu dois le voir ». Donc forcément, je suis quelqu'un qui aime être guidée au niveau de ce que je dois visualiser du personnage. Et donc du coup, en tant qu'autrice, je me dirige vers la même chose aussi, vers des descriptions quand même relativement détaillées pour qu'on puisse vraiment imaginer en fait le personnage comme je l'ai imaginé. C'est peut-être un peu, comment dire, égoïste dans le sens de vouloir que ses lecteurs imaginent comme on l'a imaginé le personnage. Mais dans un sens, c'est mes petits bébés les personnages, donc je voudrais qu'on voit la même chose que ce que je vois. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vrai que moi je peux avoir tendance à beaucoup décrire le personnage ou la manière dont il s'habille. Beaucoup pour la manière dont il s'habille, peut-être pas, mais quand c'est des événements relativement importants dans le roman, genre un bal ou un truc comme ça, dans tout ce qui est fantasy, royauté, je vais avoir tendance à décrire. Parce que voilà, on peut vraiment imaginer cette tenue, waouh. Donc ouais. Et avant, je décrivais peut-être pas autant, mais quand même, j'aimais bien quand même décrire aussi les outfits.
Et ça fait que tu peux vite te perdre dans des descriptions à rallonge. Ces fameuses descriptions blocs qui sont pas agréables pour le lecteur. Du coup, voilà. J'ai fait. Je me soigne encore un peu là-dessus. Parce que c'est pas forcément évident à faire. Forcément, si on fait l'erreur, c'est que c'est pas forcément facile de disséminer les infos de description, de faire du goutte à goutte pour la description, etc. Donc voilà, c'est encore en cours, je dirais. Je pense quand même que je me suis largement améliorée, largement par rapport au début. Mais je dirais pas que je ne fais plus du tout l'erreur. Je pense qu'elle est encore un peu là, parfois. Voilà. Pour rester dans les descriptions, je pense pas que je ne faisais du show don't tell au début, hein, concrètement. Du show don't tell, je n'en faisais pas et j'avais beaucoup de mal à décrire l'environnement. Moi, c'était scène blanche sur scène blanche, je pense, concrètement. Alors, je dis ça avec le recul, mais je n'ai pas relu d'anciens textes. Mais je suis quasi certaine, parce que j'ai toujours su que les descriptions d'environnement étaient hyper compliquées pour moi. Je pense que j'ai vraiment beaucoup de mal à visualiser mes environnements. J'ai des capacités de visualisation un peu faibles, je dirais. Et donc, du coup, comme c'est pas clair dans ma tête, comme c'est pas vraiment... j'ai pas le tableau en tête, entre guillemets, mais du coup, c'est hyper compliqué de le décrire correctement. Et c'est toujours quelque chose sur lequel je travaille, même si c'est bien mieux qu'avant. Et voilà, pareil, le show don't tell, déjà au début, je connaissais même pas le terme, hein, concrètement. Et c'est là qu'on voit vraiment que l'écriture peut s'apprendre, alors via des formations, donc du coup en accéléré, ou alors vraiment avec la pratique, avec les bêta-lectures, avec les retours, voilà, ou même avec les échanges avec d'autres auteurs. Donc ça s'apprend, et forcément il y a des techniques. Alors, des fois on fait des choses un peu par instinct. Il y a des choses qui se ressentent, je pense. Et il y a des choses, on se rend compte, voilà, où on apprend les noms des techniques pour des choses qu'on faisait déjà par justement instinct, ou par des choses qu'on ne faisait pas du tout. Et on se dit, oupsie. Et donc ça, le show don't tell, vraiment, je connaissais pas le terme. Et je pense qu'il y a encore, je sais pas, 1 an, même le terme ne me parlait pas. Maintenant, il est vraiment très clair pour moi et j'essaie vraiment de l'appliquer au maximum. Mais c'est vrai que... Alors déjà, il faut connaître le terme, il faut connaître la technique. Et ensuite, il y a cet aspect de la comprendre. Et il peut y avoir aussi un pas, plus ou moins grand, entre les deux. Donc ouais, le show don't tell, les descriptions, c'était pas quelque chose qui était hyper simple pour moi. Alors après, le show don't tell, j'ai toujours réussi à, en tout cas, rendre mes personnages attachants malgré tout, en général. En tout cas, j'ai toujours eu de bons retours là-dessus. Mais c'est vrai que le show don't tell, je l'utilisais vraiment très très peu. Et c'est dommage, parce que le show don't tell, ça nous apporte tellement, ça apporte tellement dans un roman. Mais moi, maintenant, je deviens très très chiante en tant que bêta-lectrice là-dessus, parce que c'est beaucoup plus parlant, on est beaucoup plus dans le truc. Quand un auteur nous dit j'ai une sueur glacée ou j'ai le sang qui se glace au lieu de j'ai peur. Concrètement, ça change beaucoup de choses. Le tel reste à utiliser, mais il est moins intéressant et il est utilisé avec parcimonie. Ensuite, l'un des derniers points que je me suis noté, c'était l'utilisation un peu massive des connecteurs logiques, des adverbes, des choses comme ça. Alors le ensuite ou le donc, ça devait être des tics d'écriture chez moi au début. Je crois que c'est surtout le ensuite. Quand j'y repense là maintenant, vraiment, ce dont je me souviens, c'est ensuite. Je crois que je les utilisais énormément. J'avais peut-être dû avoir un retour comme quoi mes phrases n'étaient pas très bien liées, etc. Donc moi, pour lier les phrases, je mets du ensuite. et ensuite, non. Non, c'est vrai que quand on y réfléchit, le ensuite, il est très très peu utilisé.
finalement, dans les narrations. Et c'est pas pour rien, ça rend pas très bien, concrètement, le ensuite. Et c'est comme le mais. C'est des choses aussi qu'on développe à force d'écrire et avoir des retours. On a des tics d'écriture, mais on a surtout aussi, au début, on a notre vocabulaire de base, et donc on va utiliser aussi ce qu'on utilise le plus à l'oral. Et les connecteurs logiques qu'on utilise le plus à l'oral, ce serait peut-être mais carrément. Ensuite, peut-être un peu moins, mais ça nous paraît assez logique et c'est possible qu'on les ait utilisés dans des rédactions pour l'école, etc. Donc du coup, on se dit, on les utilise, j'utilise ce que je connais déjà. Enfin, on en connaît d'autres, mais voilà, ceux qui nous viennent en tête, c'est ceux-là. Ensuite, mais... Et en fait, finalement, c'est un peu comme tout. On élargit notre vocabulaire autant à force de lire que d'écrire. Et du coup, forcément, après, on se rend compte que y a plein de moyens de varier, finalement. Il y a pas longtemps, dans une méta-lecture, j'ai trouvé que l'autrice avait un tic avec le pourtant, parce que des fois, on déplace aussi des tics d'écriture. On nous dit qu'il faut pas utiliser le mais, donc on va utiliser le pourtant. Et ça fait un peu le piège des tics d'écriture. C'est que si on les déplace, ça ne change pas fondamentalement le problème, parce qu'il y a toujours ce même mot qui se répète, peu importe que ce soit mais, pourtant, cependant, en revanche. Si ils sont utilisés de trop au lieu de les varier entre eux, du coup, ça rend le même effet que de base avec le mais. Et c'est vraiment... Moi, je le vois de manière vraiment drôle. Et en bêta lecture, j'insiste pas trop dessus. Le seul truc que je fais, c'est que je vais surligner. Je vais surligner ces tics d'écriture pour juste que l'auteur ou l'autrice se rende compte du nombre de fois qu'il l'utilise. Et après, comme ça, au moins, il les localise et il fait ce qu'il veut. Si celui-là, il veut le changer et pas celui d'après, etc. Parce qu'on peut les garder. C'est juste qu'il faut faire attention à la fréquence, finalement. Et c'est là que se joue peut-être plus la difficulté, finalement. Mais du coup, voilà. J'ai utilisé beaucoup de ensuite pour au final ne plus les utiliser du tout. Et je pense plus ou moins bien varier maintenant mes connecteurs logiques. Et les adverbes, j'essaie de faire attention, mais oupsie, des fois ça m'échappe. Mais attention, autant certaines personnes vont vous dire les adverbes c'est à bannir. Moi, c'est pas ma vision des choses. Moi, je dirais, en fait, c'est pareil pour tout. Comme le tel dans le show don't tell. C'est pas des choses qu'il faut absolument bannir. C'est des choses qu'il faut utiliser avec parcimonie. Et c'est tout ce que je dirais. Surtout que les adverbes, moi, le conseil que j'avais eu une fois, je ne sais plus qui c'est qui me l'avait donné, c'était en fait de voir, tout simplement, s'il ajoute quelque chose à la phrase, l'adverbe. S'il n'ajoute rien, c'est pas la peine de le mettre. Ou si on peut, peut-être, s'il y a un verbe d'action, par exemple, qui est complété avec un adverbe de manière, on peut peut-être voir pour préciser le verbe d'action, pour enlever l'adverbe. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça où on peut peut-être modifier la phrase pour permettre d'enlever l'adverbe tout en gardant la connotation qu'il avait. On peut se dire, il n'y a que de cette manière-là que je peux faire passer cette connotation-là, ou se dire, il n'ajoute rien et je l'enlève. Voilà. Et après, il ne faut pas qu'ils sautent trop les uns sur les autres, parce que sinon ça fait très lourd. Mais voilà, ils ne sont pas à bannir. Et si vous trouvez des conseils sur ça qui disent ouais, faut bannir ça, faut pas utiliser ça, faut pas faire comme ça, prenez des pincettes. Et juste, ou alors, soit prenez des pincettes, soit dites-vous carrément certes, mais je vais pas m'empêcher de les utiliser, je vais juste essayer de réduire mon utilisation. Je pense que c'est déjà très bien. Parce qu'en général, c'est souvent des choses sur lesquelles il n'y a pas forcément besoin d'enlever, mais au moins de limiter. Voilà. En fait, finalement, c'est une vidéo à la fois conseil et mes erreurs. Mais en même temps, faire des erreurs nous apprend forcément des choses. Donc,
Voilà. Et le dernier point que j'ai noté, mais j'étais moins emballée par ce point, tout simplement parce que bah, c'est clairement juste un manque d'expérience dans l'écriture que j'avais. Mais voilà, je pense que vous commencez à le savoir, j'écris principalement de la romance, voire quasiment que ça. Et au début, mes romances allaient beaucoup trop vite. Il y a plusieurs points qui peuvent jouer. Je pense notamment... alors, je suis pas devenue architecte, je ne fais pas spécialement de plans détaillés, de chapitrage ou de choses comme ça. Mais par contre, j'essaye de planifier un minimum, ou de me faire un fil conducteur de l'histoire pour visualiser un peu la chronologie. Et du coup, je pense que ça, déjà, ça aide pour un peu étaler la romance. Il faut aussi... Après, c'est aussi, on va dire, voilà, quand on écrit au début, je pense qu'on a tellement envie de raconter le cœur de l'histoire qu'on saute des étapes. Il y a ça aussi, concrètement, l'immaturité de l'écriture qui joue concrètement. Il y a le fait, peut-être... Bah, encore une fois, j'ai pas forcément lu de vieux manuscrits à moi pour dire ça, mais il y a peut-être le fait de ne pas mettre assez de ne pas mettre assez de tension, d'obstacles à la romance, qui fait que du coup, bah, ils se kiffent facilement, ils sont vite en couple. Après, ça peut aller vite une romance, si derrière il y a quelque chose. Faut voir où est le nœud du problème, où sont les obstacles, etc. C'est surtout ça finalement, parce que en soi on peut très bien écrire une romance qui va très vite, mais derrière il y a des soucis. Donc voilà, c'était quelque chose, je pense, avec lequel j'avais beaucoup de problèmes, mais aussi, je tiens à contrebalancer, au début je terminais très peu mes romans. Il y avait beaucoup de romans que je laissais inachevés, parce que justement je partais très mal et des fois, plutôt que de reprendre, j'abandonnais. Alors, la plupart de mes manuscrits, normalement, je les garde, dans tous les cas, dans un dossier. Donc, ils sont pas forcément complètement abandonnés. Certains, si. D'autres, je sais que je les reprendrai sans doute. Mais voilà, je pense que le rush de la romance, c'est notamment mon manque de... Comment dire ? Mon manque de technique, mon manque d'expérience peut-être, qui faisait que j'allais beaucoup trop vite. Et dans un sens, ça par contre, j'en suis plutôt fière. C'est par exemple dans ma romantécie actuelle. Je crois que le premier bisou intervient à peut-être bien 70 000 mots passés. 60, voilà, on va dire 60 000. J'ai plus les mots en tête, je sais juste que je suis à 84 000 et que ça fait plusieurs chapitres qui se sont embrassés. Donc, je suis passée de quelqu'un qui rush ses romances à quelqu'un qui est capable de faire un slow burn. Et ça, c'est une petite fierté. Il faut être fier de soi, hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser, pour faire le contre-pied de cette vidéo, comme je veux faire le contre-pied de la vidéo Reco Héroïne Badass, et je ferai les fiertés. J'ai fait les erreurs. Ça pourrait être intéressant que je fasse une vidéo sur mes fiertés dans l'écriture. Parce que... y a pas à dire que tu es négatif. Non mais voilà, après je trouve que c'est intéressant de parler de ces erreurs. Parce que déjà ça permet de prendre du recul sur l'évolution qu'on a, malgré tout. Du positif dans le négatif. Mais voilà aussi parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, finalement, au passage ça me permet de vous partager mon expérience et donc du coup de vous donner des conseils finalement. Donc il y a du positif quand même dans cette vidéo, n'est-ce pas? Mais ouais, je me dis ça peut être sympa éventuellement de faire une petite vidéo sur mes fiertés perso dans l'écriture pour contrebalancer avec mes erreurs. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis vraiment certaine que j'ai dû oublier des erreurs que j'ai faites. Mais écoutez, au pire des cas, je ferai une vidéo dessus. Si j'en trouve d'autres. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos erreurs que vous avez pu faire au début dans l'écriture. Et si ça vous intéresse que je fasse une vidéo contre-pied avec plutôt mes fiertés dans l'écriture. Je pense que ça peut être sympa. Sur ce, je vous souhaite de bonnes sessions d'écriture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!